Des sushis, des ramen, c'est bon, c'est parti, je suis prêt. Père Tutor, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler du droit de tromper sa femme. Mais c'est vachement sexiste comme thème de vidéo. En fait, on ne va pas vraiment parler du droit de tromper sa femme, mais plutôt du droit de tromper son conjoint, qu'il soit homme, femme ou qu'il ne rentre pas trop dans les petites cases d'ailleurs. Mais il me semblait indispensable d'opter pour un titre volontairement racoleur pour que des personnes qui se posent des questions légitimes, telles que celle-ci ou celle-là, puissent trouver facilement des réponses par la magie du référencement YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à te raccrocher aux branches. Bref, si vous vous êtes déjà demandé si votre consommation excessive de sites pour adultes ou si le fait de mater quelqu'un dans la rue pouvait conduire au divorce, ne retirez pas votre alliance tout de suite, posez votre téléphone et quittez votre site de rencontre. C'est parti pour le deuxième épisode de Lex Tutor. Avant de vous parler du fait de tromper son conjoint, je dois d'abord vous parler de la notion d'ordre public. Dans la première émission, que vous pouvez regarder en cliquant ici, on a vu que le droit était un ensemble de règles qui visaient à régir les rapports entre individus, c'est-à-dire les rapports sociaux. Vos comportements et le mien sont limités par le droit et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Prenons le cas de la liberté contractuelle. La liberté contractuelle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté contractuelle revient dès lors à dire que les individus doivent être libres de définir eux-mêmes ce qu'ils vont mettre dans un contrat, tant qu'ils n'interfèrent pas avec ce que font les autres. Cette liberté vous semble peut-être logique, voire même naturelle, mais pour éviter que chacun puisse faire n'importe quoi avec, comme vendre son enfant sur eBay, on a décidé de la protéger en la limitant, notamment par un concept fondamental en droit que l'on appelle l'ordre public. L'ordre public est un concept un peu flou. Pour Émile de Girardin, journaliste et homme politique du 19e siècle, l'ordre public, c'est où se doit être la liberté individuelle garantie par la force collective. Pour faire simple, l'ordre public est un ensemble de règles tellement important pour préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité ou encore la moralité au sein de la société que les personnes qui concluent une convention ne pourront pas y échapper. Une règle est alors dite d'ordre public lorsqu'elle est obligatoire et qu'elle s'impose à n'importe qui conclut une convention. Par exemple, un contrat. Et des contrats, vous en faites tout le temps. Quand vous vous mariez, vous concluez un contrat. Quand vous revendez vos cartes Pokémon, vous concluez un contrat. Quand vous prenez un ticket de bus, vous concluez un contrat. Et quand vous allez acheter du pain, vous concluez également un contrat. Et dans tous ces contrats, peu importe ce que vous dites ou écrivez, vous ne pourrez pas échapper aux règles d'ordre public. C'est d'ailleurs ce que dit l'article 6 du Code civil qui dispose qu'on ne peut pas déroger par des conventions particulières comme des contrats aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Dis donc Lex Tutor, c'est vachement autoritaire ton truc. Oui et non, c'est vrai que vous ne pourrez pas éviter l'application de ces règles d'ordre public, mais je ne pense pas pour autant qu'il faille le voir comme quelque chose de négatif. L'ordre public c'est un peu comme un casque de protection sur ce qu'on définit comme nos libertés. On est un peu moins libre de nos mouvements, mais au moins, ça nous protège quand on les exécute. C'est en vertu de cet ordre public que vous ne pourrez pas vendre vos organes, payer quelqu'un pour porter votre embryon ou avoir plusieurs femmes. Vous pourrez écrire tout ce que vous voulez dans un contrat, si vos clauses sont contraires à l'ordre public, elles seront annulées. Et jusqu'en 1975, la fidélité dans un couple marié était complètement d'ordre public. Oh, on raccroche enfin au sujet. La fidélité dans le mariage, c'est-à-dire la fidélité conjugale, revient à dire que vous devez considérer la personne avec qui vous êtes marié, votre conjoint, comme un partenaire privilégié, autant sexuel que dans votre vie privée. C'est ce que l'on appelle le devoir de fidélité. C'est pas très clair. Non, en effet, et c'est volontairement pas très clair. Le devoir de fidélité n'est pas vraiment défini, et l'article 212 du Code civil dispose tout au plus que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà marié ou que vous avez assisté à un mariage à la mairie, vous avez forcément déjà entendu cet article puisque c'est le premier qui est cité par le maire lorsqu'il explique les nouveaux droits des conjoints. Une fois marié, si vous ne respectez pas le devoir de fidélité, que vous allez aller voir ailleurs pour repeupler le monde par exemple, vous allez aller voir quelqu'un d'autre, vers l'autre, ad alter en latin, qui est devenu en français adultère. C'était la minute étymologie. Au Moyen-Âge, l'adultère était très sévèrement puni, surtout celui de la femme, la peine consistant à enfermer celle-ci dans un couvent après lui avoir rasé le crâne et l'avoir fouetté des heures durant. Par la suite, l'adultère a été considéré longtemps comme une faute pénale, c'est-à-dire qu'on le jugeait comme une conduite antisociale contre la société, au même titre que le vol simple, le port d'armes ou l'agression sexuelle. L'adultère entraînait alors systématiquement un divorce pour faute au tort de la personne qui avait commis l'adultère. L'époux
L'épouse encourait à l'époque une peine d'emprisonnement pouvant aller de 3 mois à 2 ans selon l'article 337 de l'ancien code pénal, alors que le mari infidèle n'encourait qu'une peine d'amende pouvant aller de 360 à 7200 francs, et ce uniquement dans l'hypothèse où il avait consommé au domicile conjugal. À cette époque, l'égalité homme-femme n'était pas vraiment à la mode, si tant est qu'elle le soit maintenant. La sévérité de la sanction de l'adultère s'expliquait notamment par le caractère d'ordre public du devoir de fidélité. On ne pouvait pas y échapper. Le but était de cimenter la famille, le code civil de 1804 s'architecturant comme le voulait Napoléon Ier, autour du modèle de ce qu'on a nommé la famille légitime, puisque construite autour du mariage, et hiérarchique puisque dominée par la puissance du mari. Mais la loi du 11 juillet 1975 est venue mettre un sacré coup de pied dans tout ça, en créant une nouvelle forme de divorce, à l'amiable, mais également en dépénalisant l'adultère. Dépénaliser, c'est pas faux. C'est très simple. Dépénaliser, ça veut dire qu'on ne considère plus l'adultère comme une faute pénale, mais simplement comme une faute civile. C'est-à-dire qu'on ne le considère plus comme une faute allant à l'encontre des intérêts de la société, mais comme une faute regardant des intérêts privés. Il ne s'agit alors plus ici de sanctionner la personne qui a commis l'adultère, mais de réparer, voire d'indemniser la personne qui en a été victime. Ce changement de point de vue amène alors à modifier le sanctionnement de l'adultère. Moins lourd, moins systématique, et cette fois-ci paritaire. Je sais pas si je dois prendre ma couverture, c'est comme un plot twist? Non, ce n'était pas un plot twist, parce qu'en 1975, ce n'était pas vraiment surprenant. Pour une raison aussi logique que passionnante, les règles qui régissent nos rapports sociaux, quand bien même elles sont d'ordre public, ne sont pas figées dans le temps. Notre droit dépend en effet de notre vision du monde, de nos libertés fondamentales, de notre conception de la sécurité, de la moralité, de l'humain à un moment donné. La dépénalisation de l'adultère n'est qu'un des éléments représentatifs des profonds changements qui ont eu lieu dans une période marquée par une volonté d'émancipation des corps et des esprits. Ce changement a été amorcé par la loi numéro 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes du mariage. En effet, celle-ci a introduit un nouveau régime légal des mariés, ici une communauté réduite aux acquêts dont on reparlera, mais elle a surtout enfin donné la capacité juridique à la femme mariée de pouvoir ouvrir un compte en banque en son nom propre et de travailler séparément de son conjoint sans son autorisation. S'enchaînent alors de nombreuses manifestations de ces profonds changements socio-culturels. Le 9 juin 1967, la loi Neuwirth a permis de commencer à commercialiser la pilule contraceptive. En mai et juin 1968, des manifestations anti-autoritaires ont été fortement suivies. Et le 17 janvier 1975, l'avortement, à savoir l'interruption volontaire de grossesse, a été dépénalisé sous certaines conditions. Et c'est dans ce même climat de libération des mœurs, et notamment de libération sexuelle, que l'adultère a lui-même été dépénalisé. À côté de la possible réparation financière de la victime sur le terrain de la faute civile, l'adultère n'est également plus une cause systématique de divorce. La simple constatation d'une relation adultère ne suffit plus pour que le juge prononce un divorce pour faute. L'article 242 du Code civil retient en effet désormais différentes conditions qu'il est nécessaire de cumuler pour caractériser une faute validant le divorce au tort de l'un des deux époux. L'article dispose en effet que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. La notion de rendre intolérable le maintien de la vie commune est de loin la plus intéressante en ce qu'elle est particulièrement large et qu'elle accorde un grand pouvoir d'interprétation des faits au juge, introduisant de la subjectivité dans la définition de la faute. Jean-Claude Bizot, conseiller rapporteur à la Cour de cassation, l'a souligné à plusieurs reprises. Le devoir de fidélité n'est plus vraiment d'ordre public et la force de l'adultère, variable et relative, dépend désormais quasi exclusivement du parcours individuel des conjoints, de leur morale personnelle et non plus d'un rejet de la famille et surtout de la société. L'adultère n'est plus qu'une simple faute civile pouvant amener à des réparations variables et son appréciation en tant que faute justifiant d'un divorce au tort de l'un des deux conjoints dépendra de l'appréciation des juges. Ceux-ci devront en effet retenir que le maintien de la vie commune des deux époux est intolérable. Et c'est très subjectif. Prenons des exemples plus concrets pour illustrer ce changement et cette subjectivité. Dans la série Kaamelott, le roi Arthur, interprété par Alexandre Astier, est marié comme la légende le voulait à la reine Guenièvre. Si l'histoire se passait de nos jours, le roi Arthur serait soumis au devoir de fidélité tel qu'il est compris aujourd'hui. Dans la série, le personnage possède plusieurs maîtresses, c'est-à-dire des femmes avec qui il a des relations sexuelles en dehors des liens du mariage. En ayant des maîtresses et en couchant avec elles dans tous les sens, le roi Arthur manque de toute évidence à son devoir de fidélité. Il commet, de son propre fait, une violation grave et très répétée des devoirs et obligations du mariage. Jusqu'ici, rien de spécialement neuf. Mais pour autant, peut-on vraiment parler d'un adultère qui rendrait intolérable le maintien de la vie commune? En effet, Guenièvre accepte sans trop rechigner la présence des maîtresses et elle va régulièrement discuter avec elles sans être contrainte de le faire.
À sa façon, on peut dire qu'elle accepte l'adultère de son mari. Du coup, dire que le maintien de la vie commune serait devenu intolérable me paraît un peu abusif. Et on imagine bien que si Guenièvre demandait le divorce pour faute au tort de son mari sur le fondement de l'adultère, l'argumentation n'aurait que très peu de chances de fonctionner auprès des juges. Sur ce point, le 21 mars 2000, la Cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'à partir du moment où le mari était d'accord avec la relation adultère de son épouse, il ne pouvait plus invoquer cette liaison pour caractériser une faute. L'époux avait en l'espèce écrit à l'amant de sa femme en lui disant qu'il ne s'opposait pas à la relation entre l'amant et sa femme, voire même qu'il souhaitait y participer. Si, ce qui correspond peu ou prou à la situation de Guenièvre. Tant pis pour le divorce pour faute. Au mieux, elle pourrait sans doute demander une réparation financière sur le terrain de la simple faute civile, mais ses relations avec les maîtresses d'Arthur risqueraient d'en atténuer l'importance. À plus forte raison que Guenièvre propose régulièrement à Arthur des plans à 3 ou plus si affinité avec ses maîtresses. Mais que se passerait-il dans notre réalité de droit lorsque le roi Arthur commence à flirter avec Dame Mévanoui, femme de Caradoc, chevalier de la table ronde et chef du clan des semi-croustillants? En fait, le devoir de fidélité ne correspond pas uniquement à une fidélité de corps. La notion de fidélité retenue par les juges est en effet plus large que la simple fidélité charnelle. Elle est aussi une obligation morale et affective. Autrement dit, les conjoints ne peuvent pas entretenir une relation amoureuse avec un étranger, fût-elle non consommée et purement platonique. C'est dans cette continuité qu'il y a un an, le 30 avril 2014, la Cour de cassation, dont on reparlera dans de futures émissions, a retenu qu'un conjoint, qui échangeait des mails et des photos intimes via un site de rencontre avec quelqu'un d'autre, caractérisait un manquement au devoir de fidélité. En gros, si vous écrivez des lettres d'amour à vos correspondants étrangers, que ce soit par internet ou autre, et que vous êtes déjà marié, c'est mort. Quant à dire que le flirt d'Arthur et de Dame Mévanoui caractérise un manquement au devoir de fidélité, je ne sais pas. Les simples discussions, les regards en coin, les balades main dans la main sont-ils suffisants pour parler d'une violation grave ou tout du moins répétée des devoirs et obligations du mariage ? Si on se fie à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 février 2002, il est possible que oui. En tout cas, si les juges de Kaamelott décidaient de retenir que oui, il y avait bien un manquement au devoir de fidélité, ils pourraient également avoir à juger du caractère tolérable ou non du maintien de la vie commune des époux. Du point de vue du chevalier Caradoc, qui semble accepter le manquement au devoir de fidélité de sa femme, voire n'en a strictement rien à faire, la question ne se pose pas. Le maintien de la vie commune est plus que tolérable. Mais du point de vue de Guenièvre, qui lorsqu'elle apprend les petites affaires d'Arthur et de Dame Mévanoui quitte le domicile conjugal, le maintien de la vie commune semble ici intolérable. Elle dira même à Arthur avant de partir qu'il la couvrait de honte. Ouais, mais elle se barre pas chez son amant? Oui, mais ça c'est du détail. Ou peut-être pas tant que ça. Dans une décision du 19 novembre 1996, la Cour d'appel de Bordeaux... Encore la Cour d'appel de Bordeaux. Il se trame quelque chose là-bas. Je vais chercher. Dans une décision du 19 novembre 1996, la Cour d'appel de Bordeaux a dû juger de la demande en divorce d'un couple libéré dont les membres vivaient chacun de leur côté des aventures extra-conjugales. En l'espèce, la femme vivait chez son amant 2 jours par semaine et son époux entretenait également une maîtresse qu'il logeait en ville et où il résidait principalement. Ce qui correspond encore une fois peu ou prou à la situation de Guenièvre, Arthur, Mévanoui et Lancelot. À ce mode de vie particulier, la Cour a répondu que les deux époux ont adopté depuis de nombreuses années un mode de vie comportant pour chacun de grands espaces d'intimité hors couple, ayant progressivement distendu leurs liens au point de les mener à une vie commune avant tout sociale et à s'autoriser l'adultère. Dès lors, les conjoints n'ont pas pu établir, ni l'un ni l'autre, que leur mode de vie rendait intolérable le maintien de leur vie commune, et les juges ont même retenu qu'il s'agissait là d'une organisation conjugale mutuellement consentie, donc en gros que ça faisait un bail qu'ils étaient d'accord pour aller voir ailleurs chacun de leur côté. Du coup, est-ce qu'on peut parler de ce mode de vie dans le cadre du carré infernal de Kaamelott? Peut-être pas, puisque la situation ne dure pas depuis des années, mais la question mérite d'être posée, et ce sera au juge de Kaamelott de traiter en fonction des éléments du dossier. Finalement, et ce notamment depuis 1975, le devoir de fidélité est en train de glisser. Il n'est plus vraiment d'ordre public, mais paradoxalement, on ne peut pas encore vraiment l'aménager dans les contrats. Le fait même qu'encore aujourd'hui, après une large libération des mœurs, il soit demandé légalement aux époux de respecter ce devoir de fidélité, pourrait presque sembler anachronique, ou tout du moins déplacé. La loi devrait-elle vraiment avoir le droit de se prononcer sur un sujet qui est du domaine de l'éthique sentimentale? Si l'on en croit l'association familiale catholique qui a assigné il y a quelques mois le site Glidden, site de rencontre pour personnes mariées en quête d'une relation extra-conjugale, la réponse devrait être oui. Mais force est de constater que cette position de quasi-retour à un devoir de fidélité conçu comme une règle strictement d'ordre public est de plus en plus rare et que le manquement à un tel devoir n'est plus automatiquement constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil.
Ainsi, la notion d'ordre public se caractérise par sa complexité et sa diversité, mais aussi comme en témoigne l'évolution du devoir de fidélité par sa variabilité comme reflet des mutations sociales et idéologiques de la société. Après tout, comme le disait Charles Dumercy, l'ordre public est un hamac sur lequel il est permis de se balancer, mais sur lequel il est défendu de s'asseoir. L'ordre public tend en effet à reculer dans les domaines qui lui étaient traditionnellement rattachés, la famille, les bonnes mœurs ou encore les institutions. Il préfère désormais s'intéresser aux principes croissants de dignité humaine via les lois de la bioéthique, ou encore aux mauvaises pratiques de concurrence. Et ce recul de l'ordre public dans ces domaines traditionnels est particulièrement observable avec le devoir de fidélité. Pour ce dernier, la tendance est telle que certains auteurs demandent sa suppression des obligations du mariage pour que chacun puisse l'aménager comme il l'entend. La fidélité serait alors définie par les engagements de chacun. Cela irait dans le sens de la banalisation du mariage actuel, des devoirs qui s'y attachent et même du divorce, devenu l'affaire quasi exclusive des conjoints. Faut-il y voir ici un délitement de la cellule familiale ou simplement une adaptation salvatrice à notre temps ? Vous en serez les seuls juges. Voilà, cette deuxième émission de Lex Tutor est désormais terminée. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu sur la vidéo ou abonnez-vous, ce sont les meilleurs moyens pour soutenir cette émission. Et laissez un petit commentaire sur le sujet, sur le devoir de fidélité, sur le concept d'ordre public. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Si ça ne vous évoque rien, ce n'est pas bien grave. Un peu quand même, c'est pas faux. Encore merci pour l'accueil extrêmement chaleureux pour la première vidéo, c'est vraiment très sympa de votre part et très motivant. Et si celle-ci vous a également plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En attendant, à bientôt pour décoder vos droits. Stop! Tu sais que ça va être très redondant de faire ça à chaque fin de vidéo. Oui mais attends, j'ai trouvé des informations sur la cour d'appel de Bordeaux. Et alors? Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Attends, tu vas pas refaire le coup du plot twist?